La nuit s'était abattue sur Seattle comme un manteau lourd et humide. La pluie tambourinait sans relâche sur le toit de verre du petit café nommé The Copper Kettle Niché, dans une ruelle discrète près du Pike Place Market. C'était un lieu qui, avec sa lumière chaude et ambrée et le parfum profond du café torréfié, créait une atmosphère intime, presque chaleureuse, en contraste saisissante avec le temps orageux dehors. À une table à l'écart de la plupart des autres clients et juste à côté de la fenêtre était assis Liam Dubois. Âgé de 32 ans, cet ingénieur en informatique brillant, dont les algorithmes avaient contribué à façonner le monde de l'intelligence artificielle, était un homme à la réussite professionnelle éclatante, mais marqué dans sa vie privée par une retenue profonde, presque mélancolique. 5 ans plus tôt, il avait perdu son jeune frère dans un accident de voiture, une tragédie qui lui avait brutalement rappelé la fragilité de la vie. Depuis, il évitait les risques émotionnels. La proximité avec autrui lui semblait une blessure potentielle prête à être rouverte. Il avait érigé des murs autour de son cœur solide et haut. Il attendait. Il attendait Chloé Martel. Ils s'étaient rencontrés via une application de rencontres atypique qui privilégiait le partage d'histoires et de valeurs plutôt que l'apparence physique. Pendant des mois, leur communication était restée anonyme, remplie de discussions intellectuelles sur l'architecture, l'éthique et la beauté étrange de la mélancolie. Chloé, paysagiste dont les mots étaient aussi vivants que ses créations, avait touché son âme bien avant qu'il ne sache à quoi elle ressemblait. Aujourd'hui était le jour où les mots allaient prendre cher. Liam jeta un coup d'œil à sa montre, elle avait 10 minutes de retard. Une pointe d'impatience mêlée de peur du rejet le traversa. Il se demanda pourquoi il risquait cette solitude soigneusement construite pour une étrangère. Alors qu'il envisageait d'abandonner, il entendit le tintement doux de la clochette de la porte. Une bourrasque d'air froid balaya la pièce accompagnée de l'odeur de l'asphalte mouillé et des aiguilles de pain. Une femme se tenait dans l'entrée, repliant soigneusement un petit parapluie noir. Son allure était élégante, mais étrangement réservée. Elle portait un long trench coat beige dont les bords étaient trempés et une épaisse écharpe en cachemire à col roulé qui montait presque jusqu'à ses oreilles. Ses mains enfoncées dans des gants de cuir restaient crispées malgré la chaleur de l'intérieur. Elle semblait nerveuse, ses yeux balayaient les tables jusqu'à ce qu'il se pose sur Liam. Ses pas vers la table furent lents, hésitants, comme ceux de quelqu'un prêt à s'enfuir. « Liam. »« Je suis désolé d'être en retard, » dit-elle sa voix plus douce qu'il ne l'avait imaginé teintée d'un léger accent français charmant. J'ai failli perdre le courage d'entrer. Liam se leva immédiatement, un sourire sincère et chaleureux sur le visage. « Chloé, vous êtes là. Asseyez-vous, je vous en prie. » Il tira une chaise pour elle. Elle s'assit, mais ses mains, toujours gantées, serraient en son sac à main. L'écharpe restait fermement enroulée autour de son cou comme une armure. « Il faut que je vous dise quelque chose, » murmura Chloé, évitant son regard. « Avant qu'on aille le plus loin. J'aurais dû vous le dire plus tôt, mais je n'ai pas pu. » Liam se pencha légèrement vers elle. « Quoi donc, Chloé, dites-le-moi. Il n'y a rien que vous ne puissiez me dire. » Elle prit une profonde inspiration, ses épaules s'affaissèrent légèrement. « Je ne suis pas aussi parfaite que vous pourriez le penser, Liam. Je ne suis pas intacte. Je porte des cicatrices visibles. » Liam hocha la tête calmement. « Tout le monde porte des cicatrices, Chloé. Certains sont juste plus doués pour les cacher. »« Ces cicatrices, elles sont différentes, » insista-t-elle. « Elles viennent d'un accident, un incendie dans l'atelier de mon père il y a quelques années. Et elles sont
difficile à ignorer. Mon dernier petit ami, il n'a pas supporté. Après un long silence, Chloé prit une décision. Ses mains tremblaient alors qu'elle déroulait lentement l'épaisse écharpe en cachemire et la posait de côté. Le côté droit de son cou et une partie de sa joue étaient marqués par une cicatrice rouge et irrégulière qui s'étendait jusqu'au haut de sa poitrine, des marques de brûlure témoignage d'un combat qu'elle avait survécu. Chloé baissa les yeux. « Je comprendrai si vous voulez partir maintenant, murmura-t-elle. Elle s'attendait à du rejet, du dégoût, de la pitié. Liam ne fit rien de tout cela. Il se leva, contourna la table, s'agenouilla devant sa chaise et posa doucement une main sur la sienne, toujours gantée. « Regardez-moi, Chloé. » Quand elle releva les yeux hésitantes, elle ne vit aucune trace de dégoût ou de regret dans ceux de Liam. Ce qu'elle vit était une acceptation silencieuse, presque solennelle. « Vous êtes parfaite, » dit-il, sa voix profonde et ferme. « Vos cicatrices ne sont pas des défauts. Elles sont la carte de votre survie. Elles prouvent que vous avez traversé l'enfer et que vous en êtes revenu. Pour moi, c'est la plus belle chose qui soit. » Les larmes montèrent aux yeux de Chloé. Ce n'était pas de la pitié, c'était une reconnaissance. Les mots de Liam éteignent comme un baume chaud apaisant les blessures froides et dures infligées par le rejet des autres pendant des années. Vous ne savez pas combien de fois je suis resté devant ce café, avoua-t-elle, la voix rauque. Je me suis dit que je devais partir, que je ne devais pas vous décevoir en vous imposant cette réalité. Liam resta agenouillé devant elle. « Quand mon frère est mort, commença-t-il, sa voix s'abaissant à un murmure confiant, j'ai appris à quelle vitesse la beauté et la vie peuvent être anéanties. Depuis, je ne cherche pas quelque chose de parfait. Je cherche quelque chose de résilient. Quelqu'un qui comprend ce que signifie se battre. Vos cicatrices ne sont pas un signe de destruction. Pour moi, elles sont la preuve de votre incroyable force. » Il se releva et s'assit en face d'elle. « Parlez-moi, quand vous serez prête. » Chloé commença à raconter son histoire non pas comme une liste de plaintes, mais comme un récit de survie. Elle parla de l'explosion dans l'entrepôt de son père alors qu'elle essayait de sauver des plants. Elle parla des mois passés à l'hôpital et surtout de l'épuisement psychologique de devoir vivre avec une nouvelle image dans le miroir. Après l'incendie, mon travail me semblait futile, raconta-t-elle. Je conçois des jardins et des espaces pour apporter de la joie et de l'esthétique aux gens. Mais comment puis-je créer de la beauté si je ne suis plus belle moi-même? Je pensais que mon imperfection souillait la perfection de la nature. Liam écouta patiemment. Il voyait le lien avec son propre traumatisme, comme Chloé, il avait remis en question la logique et le sens de son travail après la perte de son frère. « C'est une erreur dangereuse, Chloé, dit-il, en se penchant en avant. La nature elle-même est pleine de cicatrices. Pensez au Grand Canyon, une immense fissure dans la surface de la Terre créée par l'érosion. Est-il laid? Non. Il est époustouflant. Il témoigne du temps de la force et du changement. La véritable esthétique ne réside pas dans une surface intacte, mais dans l'histoire que cette surface raconte. » Il poursuivit avec la clarté d'un architecte présentant un projet. « Vous devez recommencer à concevoir. Précisément parce que vous avez vécu cette expérience. Vous savez ce que c'est de devoir guérir. Le monde a besoin de jardins de réconfort de votre part, des lieux qui prouvent que la perfection réside dans la survie. » Le regard de Chloé se tourna vers la fenêtre. L'idée de jardin de réconfort, jardin thérapeutique, la frappa comme une révélation. Elle pourrait intégrer son traumatisme dans son métier.
J'ai toujours pensé que je devais montrer une beauté que je ne possède pas, murmura-t-elle. Mais peut-être devrais-je montrer la beauté que j'ai apprise. Ils parlèrent encore pendant des heures. De tout du travail de Liam sur des algorithmes imitant les émotions humaines de la passion de Chloé pour une architecture durable. Quand Liam suggéra qu'elle enlève ses gants, Chloé n'hésita pas longtemps. Ses mains marquées de fines cicatrices tendues reposaient sur la table. Cela semblait étrangement nu mais libérateur. Liam prit sa main avec la même simplicité qu'il aurait prise un stylo. Il la tint, laissant le silence tisser une nouvelle connexion entre eux. Les semaines suivantes devinrent un rythme apaisant pour leurs âmes. Liam et Chloé se retrouvaient souvent soit au Copper Kettle, soit dans les parcs de Seattle, où la pluie d'automne intensifiait les couleurs des feuilles. Liam admirait la façon dont Chloé voyait désormais le monde. Il ne regardait pas simplement les arbres. Chloé voyait leur résilience, la manière dont leurs racines s'agrippaient au sol dur pour résister aux tempêtes. Il l'encouragea à concrétiser son idée des jardins thérapeutiques. Chloé avait jeté ses esquisses après l'accident. Elle les redessina cette fois avec un nouvel objectif. Elle montra à Liam les premières ébauches. Ce n'étaient pas des jardins d'une beauté opulente, mais des lieux de refuge. Des chemins volontairement sinueux pour montrer que la guérison n'est pas un chemin droit. Des bancs placés dans des niches semi-privées pour permettre la solitude et la réflexion sans signifier l'isolement. Des plantes choisies pour leurs parfums apaisants et curatifs, lavande, romarin, camomille. Liam, l'homme de la logique et des codes binaires, comprenait intuitivement la complexité de ces conceptions. Il l'aida à affiner les aspects techniques, à concevoir un éclairage qui projetait des ombres douces plutôt que des bordes dures qui auraient inutilement accentué les cicatrices des visiteurs. Ce design, dit Liam un soir, alors qu'il planchait sur l'esquisse d'un bassin de réflexion circulaire, est un algorithme pour l'âme. Il guide doucement l'esprit de l'obscurité vers la lumière. Chloé sourit. C'est la première fois depuis des années que j'ai l'impression que mon moi intérieur et mon moi professionnel ne sont pas en guerre. Quand je conçois, je ne vois plus mes cicatrices comme un fardeau, mais comme un outil d'empathie. Mais malgré l'acceptation inébranlable de Liam, les fantômes du passé restaient très tenaces. Un jour, Chloé reçut un courriel d'un ancien collègue, un architecte, qui l'avait autrefois rejeté. Il avait entendu parler de ces nouvelles sous-conceptions non conventionnelles et écrivait avec un ton condescendant qualifiant son travail de sentimentalisme désespéré, une thérapie artistique qui n'a pas sa place dans l'architecture sérieuse. Il faisait allusion subtilement à ses défauts physiques qui compromettraient son objectivité. Chloé s'effondra. Assise dans l'appartement de Liam près du lac Union, elle tenait l'impression du courriel, les mains tremblantes. « Voilà », murmura-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. « Il a raison. Je ne suis plus architecte. Je suis une patiente marquée qui essaie de monétiser sa douleur. Mes cicatrices seront toujours la première chose que les gens verront, Liam. Toujours. » Liam lut le courriel. Les mots étaient d'une cruauté acérée. Il savait qu'un simple démenti ne suffirait pas. Il devait révéler sa propre vérité pour abattre les murs de Chloé. Il s'assit à côté d'elle et prit ses mains dans les siennes. « Écoutez-moi, Chloé. Si ce que je vais dire vous fait mal, c'est un risque que je dois prendre. » Il lui parla de son frère Michel. Michel, le peintre débordant de joie de vivre. L'accident n'était pas un hasard. C'était un incendie sur une route de campagne causé par une défaillance technique. Liam avait vu les restes fragiles de Michel, un rappel terrifiant de la fugacité de l'existence humaine.
Quand vous m'avez montré vos cicatrices, avoua Liam, la voix légèrement brisée, je n'ai pas vu vos défauts. J'ai vu les flammes. J'ai vu la fragilité de ce que j'aime. Et oui, ça m'a terrifié. J'avais peur, Chloé. Peur de retomber amoureux pour voir cette beauté, cette force que vous possédez anéantie dans un autre moment de chaos. Il posa son front contre le sien. Ma peur n'est pas votre laideur. Ma peur est votre vulnérabilité, le fait que la vie peut si facilement arracher ce qu'il y a de plus beau et de plus résilient en nous. C'est pourquoi j'ai passé ces 5 dernières années à me tenir à l'écart de tout ce que je pourrais aimer. Mais vous avez fait s'écrouler mes murs simplement en étant là, en étant vrai. Chloé le regarda avec des yeux nouveaux. Elle avait toujours pensé que son calme était un signe d'invulnérabilité. Elle réalisait maintenant que ce calme était un bouclier soigneusement construit. Ils étaient tous deux des survivants, mais Liam portait ses cicatrices à l'intérieur. Elle passa doucement une main dans ses cheveux. Je pensais que mes blessures ne touchaient qu'Omid que moi. Je ne savais pas qu'elles pouvaient aussi toucher celles des autres. Liam hocha la tête. Votre travail n'est pas une thérapie artistique, c'est une nécessité. Vous ne construisez pas seulement des jardins, Chloé. Vous construisez des lieux qui apprennent aux gens à accepter les fractures de la vie. Et si votre ancien collègue qualifie cela de sentimentalisme, c'est parce qu'il a peur de la vérité brute et honnête. À partir de ce moment, leur dynamique changea. Chloé cessa de cacher ses cicatrices lorsqu'elle était seule avec Liam. L'écharpe disparut dans son sac, les gants ne furent portés que par temps froid. L'épreuve finale arriva lorsqu'elle reçut une invitation à présenter ses conceptions des jardins thérapeutiques devant un comité municipal important de Seattle qui déciderait du financement d'un projet pilote au Green Lake Park. C'était une grande opportunité, mais elle devrait parler en public. Dans les jours précédents, la présentation Chloé était pétrifiée. Elle répétait son discours, mais ne pouvait détacher son regard de son reflet. « Je ne peux pas faire ça. » Liam dit-elle la veille de la présentation, la voix tremblante. « Je ne peux pas me tenir devant tous ces gens sans mon armure. Ils n'entendront pas mes mots, ils verront seulement. » Liam l'interrompit en la serrant fort dans ses bras. « Ils verront ce que je vois, Chloé. Ils verront une femme qui a survécu aux flammes et qui utilise maintenant sa lumière pour guider les autres. Souvenez-vous de ce que vous m'avez dit. Vous ne montrez pas la beauté que vous ne possédez pas, mais celle que vous avez apprise. » Il recula d'un pas et la regarda fermement dans les yeux. « Si les gens détournent le regard, c'est à cause de leur propre incapacité à affronter la vérité, pas à cause de votre valeur. Et s'ils détournent le regard, qu'ils le fassent. Mais vous ne parlez pas pour eux. Vous parlez pour tous ceux qui se sont jamais cachés. » Le lendemain matin, jour de la présentation, il ne pleuvait pas. Le soleil perça à travers les nuages au-dessus de Seattle. Chloé enfila une robe simple et élégante. Elle laissa le col rouler et l'écharpe dans son placard. Elle entra dans la salle de présentation, la tête haute, ses cicatrices sur le cou, et la joue clairement visible sous la lumière vive. Liam était assis au premier rang, ses yeux fixés sur elle, avec une expression de soutien indéfectible. Chloé commença sa présentation. Sa voix était d'abord faible, mais elle gagnait en force alors qu'elle parlait de la philosophie de la guérison. Elle montra les esquisses de ces jardins de réconfort et en expliquant le concept, la reconnaissance des fractures, la beauté de la résilience, elle sentit la confusion initiale sur les visages des membres du comité se transformer lentement en une profonde fascination. Ils écoutaient de ses mots passe à peau. Quand elle termina son discours, il n'y eut pas de silence gênant, mais un tonnerre d'applaudissements. La première grande bataille était gagnée. Chloé savait que le chemin serait long, mais elle n'était plus seule. Elle avait choisi la vérité,
et la vérité l'avaient libérée. Elle sourit à Liam, et à cet instant, elle n'était pas seulement une survivante. Elle était une architecte de l'espoir. La symphonie des cicatrices venait de commencer. Le succès de la présentation de Chloé devant le comité municipal marqua un tournant. Le projet pilote pour le premier jardin de réconfort au Green Lake Park fut approuvé. Pour Chloé, ce n'était pas seulement une victoire professionnelle. C'était la reconnaissance officielle que ses cicatrices pouvaient être la source de son inspiration. Dans les mois qui suivirent la relation entre Chloé et Liam s'approfondit. Ils n'étaient pas seulement des partenaires, mais des complices dans l'art silencieux de la résilience. Leur conversation ne tournait de plus autour du fait de se cacher, mais d'explorer les fissures de la vie. Liam, souvent prisonnier du monde stérile, des algorithmes, trouva dans le travail passionné de Chloé, avec la terre, les plantes et la lumière, une réalité ancrée. Liam accompagnait souvent Chloé aux réunions sur les chantiers. Il observait comment elle parlait aux ouvriers et aux jardiniers ouvertement, directement et sans l'écharpe de cachemire qui avait autrefois été son armure. Ses cicatrices de brûlure étaient désormais toujours visibles, un témoignage muet et puissant de son histoire. Certains regards de ses collègues étaient encore furtifs ou maladroits, mais Chloé les ignorait avec un sourire. Elle avait appris que la maladresse des autres était leur propre problème. Liam était son soutien le plus discret et le plus fort. Il critiquait ses conceptions de manière constructive, non pour les changer, mais pour affiner son intention. Il voyait que son travail était une synthèse unique de son esthétique française et de la nature brute et vitale de Seattle. « Vos jardins thérapeutiques », dit Liam un dimanche pluvieux alors qu'il travaillait dans son appartement, sont la preuve que la perfection ne réside pas dans l'absence de défauts. Elle réside dans la capacité à créer quelque chose de nouveau et de vrai à partir de la fracture. Chloé rayonna. Elle avait abandonné ses gants depuis longtemps et ses mains marquées de fines cicatrices étaient actives sur la table à dessin. « Vous êtes celui qui m'a montré que les cicatrices sur ma peau ne définissent pas mon histoire, mais marquent le début d'une nouvelle. Comme un vieil arbre dont l'écorce est fissurée, mais qui porte encore les plus belles fleurs. Mais avec le succès vint l'envie. » Le travail de Chloé attira l'attention de la scène architecturale locale. Son courage à montrer sa vulnérabilité fut célébré par la presse, une bouffée d'air frais face à l'architecture lisse et impersonnelle habituelle. Cependant, un nom revenait sans cesse, Étienne Laurent, un ancien collègue de Paris qui avait autrefois tenté de la courtiser et n'avait jamais surmonté son rejet ni plus tard son changement physique. Étienne était un fervent défenseur d'une esthétique minimaliste et froide et voyait les conceptions émotionnelles de Chloé comme une menace pour la pureté de l'architecture moderne. Étienne publia un article d'opinion dans une newsletter prestigieuse de l'industrie. Bien qu'il ne mentionnât pas directement Chloé, l'allusion était évidente. Il soutenait que les projets architecturaux modernes ne doivent pas servir de véhicule pour surmonter un traumatisme personnel. Il mettait en garde contre une sentimentalité dangereuse qui compromettrait l'objectivité et la fonctionnalité nécessaires au design. Il insinuait que les architectes souffrant de troubles émotionnels personnels ou de limitations physiques n'étaient même pas capables de prendre des décisions rationnelles pour le bien commun. La critique toucha Chloé profondément. Pas la critique professionnelle, elle pouvait y répondre, mais le ton froid et cruel qui remettait ses cicatrices au centre de l'attention. La douleur infligée par son ex-petit ami, qui l'avait quitté à cause de ses marques de brûlure, résonnait dans les mots d'Étienne. « Il essaye de me faire passer pour une malade. »
Liam, dit Chloé désespérée en lisant l'article. Il essaie de réduire mon travail à une expression de mon invalidité. Et regardez, il réussit. Les commentaires sont remplis de doutes sur ma capacité à concevoir des espaces publics. Liam sentit la colère monter en lui. Il voulait riposter, démolir publiquement le travail d'Étienne, le dépeindre comme un cynique sans âme. Mais il savait que cela entraînerait Chloé dans une bataille inutile. Il la serra dans ses bras. « Votre travail parle de lui-même, mon amour. Étienne essaie de vous blesser parce qu'il voit que votre travail est vivant et que le sien est mort. Il a peur de l'émotion sincère que vous mettez dans chaque plan. Son argument n'est pas professionnel, c'est la colère puérile d'un homme dépourvu de profondeur. Mais alors que Liam redonnait du courage à Chloé, un problème plus profond se réveillait en lui. La confrontation constante avec les cicatrices de brûlure de Chloé, l'odeur de fumée qui parfois s'accrochait à ses vêtements lorsqu'elle revenait des chantiers ou le léger crépitement du bois dans une cheminée à proximité. Tout cela commençait à déclencher son propre trouble de stress post-traumatique. Sa blessure n'était pas visible. Elle résidait dans la culpabilité qu'il ressentait pour n'avoir pas été là pour sauver Michel de l'épave en feu. La combinaison des cicatrices de Chloé, issues du feu et de l'attaque d'Étienne, qui soulignait la fragilité de Chloé, mettait Liam sous une pression intérieure immense. Un soir, alors que Chloé et Liam cuisinaient un dîner détendu, l'incident se produisit. Chloé avait accidentellement surchauffé une poêle sur la cuisinière. L'huile commença à fumer et une odeur âcre et piquante se répandit rapidement dans la cuisine. Chloé rit nerveusement. « Mon Dieu, je suis tellement maladroite. Désolé, Liam, je vais ouvrir la fenêtre. » Mais Liam se figea. L'odeur la fumée, il fut instantanément ramené à cette nuit-là. Il ne voyait pas Chloé qui ouvrait la fenêtre en souriant. Il voyait Michel piégé et les épaisses volutes de fumée noire remplissant ses poumons. Une vague de panique le submergea. Sa respiration devint courte et rapide. Il recula involontairement devant Chloé, les yeux écarquillés d'une terreur absolue. « Liam, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Chloé, alarmée par sa réaction soudaine et extrême. Liam la regarda, mais il ne la voyait pas vraiment. Il voyait seulement le tissu rouge et tendu sur son cou qui semblait si inquiétant sous la lumière de la lampe de la cuisine. C'était un signal visuel qui, combiné à l'odeur de la fumée, formait une expérience traumatique unique et écrasante. « Éloigne-toi, siffla-t-il, sa voix dure et étrangère. Ne me touche pas. Je ne peux pas. » Il quitta la cuisine en trombe, trébuchant presque sur ses propres pieds, et s'enferma dans la salle de bain. Il s'agrippa aux carreaux, luttant pour respirer, tandis que les images de feu et de perte déferlaient dans son esprit. Chloé resta figée dans la cuisine. La fenêtre était ouverte, la fumée se dissipait, mais la froideur dans son cœur persistait. Le rejet de Liam n'était pas seulement une réaction à la fumée. C'était un rejet qui semblait directement lié à sa cicatrice. Dans ce moment de choc, il l'avait vue comme un danger, l'incarnation de ce qu'il craignait le plus, le feu, la destruction, la vulnérabilité. Elle ne pleura pas tout de suite. Les larmes vinrent plus tard, mais la blessure était plus profonde. Elle se sentait ramenée aux jours les plus sombres de sa vie lorsque son ex-petit ami avait dit qu'il ne pouvait pas vivre avec ce visage. Elle avait cru que Liam était différent. Elle avait cru qu'il voyait son âme. Mais, dans la crise, il n'avait vu que ses cicatrices et avait fui. Chloé frappa doucement à la porte de la salle de bain. « Liam, ça va la fumée et c'est parti. Je vais faire du thé. Sors, s'il te plaît. » Silence.
Seule la respiration haletante et superficielle de Liam était audible. Après une demi-heure longue et douloureuse, Chloé entendit le verrou de la porte s'ouvrir. Liam sortit. Son visage était pâle, ses yeux rouges et profondément tristes. Il évitait son regard. « Je suis désolé, Chloé, dit-il, la voix rauque et vide. C'était juste la fumée. Je vais bien maintenant. » Mais Chloé n'était pas naïve. Elle voyait le mensonge dans ses yeux. « Non, Liam, dit-elle calmement, mais avec une fermeté qui masquait son désarroi intérieur. Vous m'avez regardé. Vous n'avez pas vu la fumée. Vous avez vu la cicatrice. Et vous avez fui devant elle. Je sais ce que je représente dans votre moment de panique, le souvenir vivant de ce que vous avez perdu. » Liam tenta de protester, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Il savait qu'elle avait raison. Dans cet instant terrible, la cicatrice de Chloé n'était pas seulement une marque, c'était la porte de son propre enfer. « Je dois partir, » dit Chloé. Elle enfila son manteau. Ses mains tremblaient et par réflexe, elle saisit l'ancienne écharpe de cachemire dans son sac et l'enroula étroitement autour de son cou. L'armure était de retour. Liam fit un pas vers elle. « S'il te plaît, Chloé, ce n'était pas moi. C'était juste mon traumatisme. Ne pars pas. »« Il le faut, » répondit-elle doucement. « J'ai appris à vivre avec mes cicatrices, Liam. Mais je ne peux pas vivre avec l'idée que mes cicatrices fassent paniquer la personne que j'aime. Vous m'avez appris à ne pas me cacher. Maintenant, je dois vous montrer que je suis assez forte, même si vous me rejetez. » Elle quitta l'appartement de Liam et s'enfonça dans la nuit pluvieuse de Seattle. Ce retrait était une répétition douloureuse du passé, mais cette fois c'était sa propre décision. Elle ne cherchait pas un autre refuge. Elle se replia dans la sécurité silencieuse de son propre appartement, se demandant si une véritable acceptation extérieure était possible lorsque l'amour lui-même reculait devant la vue de sa propre histoire. Liam resta seul dans la cuisine, entouré de l'odeur de l'huile brûlée et des cendres bien plus amères et de sa propre culpabilité. Il avait repoussé Chloé dans son moment de plus grande vulnérabilité uniquement pour se protéger de sa propre douleur. Il lui avait appris à être forte, mais lui-même s'était effondré au moment le plus critique. Il savait qu'il n'avait pas seulement perdu Chloé, mais aussi la paix qu'elle lui avait apportée. Pour la reconquérir, il devait faire ce qu'il craignait le plus, affronter son propre traumatisme sans utiliser sa présence comme une béquille. Après le départ de Chloé, Liam Dubois sombra dans un silence profond et paralysant. La logique froide et rationnelle qui le servait dans son travail d'ingénieur lui faisait maintenant totalement défaut. Il revoyait sans cesse son comportement dans la cuisine. Il n'avait pas fui les cicatrices de Chloé. Il avait fui sa propre incapacité à aimer sans craindre la perte. Il s'était cru guéri, mais le traumatisme de Chloé, qui résonnait si douloureusement avec le sien, avait révélé les véritables fissures de son âme. Il tenta de contacter Chloé, mais elle ne répondait ni à ses appels, ni à ses messages. Elle avait besoin d'espace pour se retrouver sans l'incertitude que sa crise de panique avait semée dans sa force nouvellement acquise. Liam savait que les mots seuls ne suffiraient pas cette fois. Il devait agir, et ses actes devaient être directement liés au cœur de sa peur et à la source de la passion de Chloé, la nature et la guérison. Il commença à s'intéresser à l'architecture paysagère. Il lut les livres de Chloé, étudia ses esquisses et tenta de comprendre la philosophie derrière ses jardins thérapeutiques. Il trouva un plan pour le jardin de réconfort du Green Lake Park qui attendait d'être construit, mais dont le démarrage était retardé,
car Chloé avait interrompu toute communication. Liam comprit s'il voulait vraiment reconquérir Chloé et prouver son amour, il ne devait pas apaiser sa douleur, mais protéger son rêve. Il prit un congé sans solde de son entreprise technologique. Les algorithmes qu'il avait créés pouvaient attendre. Le cœur humain qu'il avait si maladroitement malmené ne le pouvait pas. Liam se rendit sur le terrain du futur jardin de réconfort. C'était une parcelle boueuse et désolée, entourée de clôtures et inutilisée. Il contacta le chef de projet de la ville, un homme qu'il avait rencontré lors de la présentation de Chloé. Liam expliqua que Chloé avait besoin d'une pause imprévue et proposa de se porter volontaire comme coordinateur technique et ouvrier pour s'assurer que le projet avance. Le chef de projet fut surpris, mais l'idée d'un travailleur gratuit et hautement qualifié était séduisante. Ainsi commença la thérapie de Liam. Lui, l'homme qui passait des heures dans des bureaux climatisés devant des écrans, passait maintenant ses journées dans la boue de Seattle. Il supervisait les systèmes de drainage, choisissait avec les jardiniers les plantes aux meilleures propriétés thérapeutiques et construisait les fondations des chemins sinueux conçus par Chloé. C'était un travail physique et dur. Il creusait. Il portait des sacs lourds. Il apprit que la guérison dans un jardin ou dans l'âme est un processus lent par couches. Il vit la terre sous ses mains passer d'une masse chaotique à un lieu ordonné et plein d'espoir. Après 2 semaines de ce travail, Liam était physiquement épuisé, mais mentalement plus clair. Il n'appela pas Chloé. Il savait qu'elle avait remarqué son absence, car ses collègues de l'industrie lui envoyaient quotidiennement des courriels exprimant leur étonnement de le voir sur le chantier. Il savait que la nouvelle finirait par lui parvenir, et c'est ce qui arriva. La meilleure amie de Chloé l'appela un matin pour lui raconter incrédule que Liam Dubois, l'ingénieur star, s'agenouillait dans la boue pour planter les végétaux de la zone d'aromathérapie, tout cela pour que le projet de Chloé ne s'effondre pas. Chloé fut abasourdie. Elle s'était attendue à ce que Liam se retire dans son travail, dans ses algorithmes, dans ses murs. Au lieu de cela, il avait surmonté sa propre peur en se consacrant à sa plus grande passion. Chloé se rendit immédiatement au Green Lake Park. Elle trouva Liam dans une partie du terrain conçue comme leur espace de silence. Il portait de vieux vêtements boueux. Il semblait fatigué, mais ses yeux, lorsqu'il la vit, étaient empreints d'une nouvelle sérénité ancrée. Chloé se tenait devant lui. Elle avait ôté son écharpe, ses cicatrices étaient visibles. Elle n'avait plus besoin d'armure pour se protéger. Elle avait besoin de clarté. « Pourquoi faites-vous cela, Liam ?» demanda-t-elle doucement d'une voix ferme. « Vous n'êtes pas ouvrier. Vous êtes l'homme qui a fui devant une poêle fumante. » Liam lâcha la pelle qu'il tenait. Le bruit résonna dans le silence du jardin inachevé. « Je fais ça parce que je vous aime, Chloé, dit-il, sa voix ni suppliante ni apologétique, mais une simple déclaration de fait. Mais surtout, je fais ça pour vous prouver que ma panique ce soir-là n'avait rien à voir avec vous. Tout avait à voir avec moi, avec ma culpabilité à propos de Michel. J'ai vu vos cicatrices et ma peur a crié que je n'étais pas assez fort pour vous protéger comme je n'ai pas pu le protéger. » Il fit un pas vers elle, mais s'arrêta pour lui laisser de l'espace. « Vous m'avez appris que les cicatrices ne sont pas des défauts, mais des histoires, hein? Et je n'ai jamais terminé mon histoire. J'avais peur de la fragilité de la vie, et c'est pourquoi j'ai rejeté la résilience de l'amour. Je n'ai pas fait ce travail ici comme une pénitence, Chloé. Je l'ai fait pour prouver que je suis prêt à affronter le désordre et le chaos de la vie, et ce directement à la source de votre guérison. » Les yeux de Chloé se remplirent de larmes. Pas de tristesse, mais d'une profonde compréhension.
Elle vit ses mains, qui n'étaient plus celles propres d'un ingénieur, mais celles d'un homme qui avait touché la terre et s'était réconcilié avec la réalité. « Je me suis sentie si seule, murmura-t-elle. « C'était ma faute, répondit Liam. Je vous ai laissé seul parce que je m'étais abandonné moi-même. Mais je suis de retour, et je ne partirai plus. Et si j'ai encore peur, je vous le dirai. Je ne m'enfermerai pas. Je vous montrerai mes erreurs parce que vous m'avez montré que la vérité est parfaite, pas l'impeccabilité. » Chloé s'avança vers lui. Elle prit ses mains boueuses dans les siennes. « Nous sommes tous deux marqués, Liam, sauf que vos cicatrices sont dans le code de votre esprit et les miennes dans ma peau. Et c'est bien ainsi. C'est notre symphonie. » Elle décida de reprendre le projet immédiatement. Ensemble, ils travaillèrent à l'achèvement du jardin. Chloé trouva une nouvelle profondeur dans son travail. Elle intégra une petite pierre commémorative pour Michel, le frère de Liam, dans l'espace de silence, une reconnaissance tacite de son passé. Lorsque le jardin de réconfort fut terminé, Chloé décida d'accomplir son propre acte de rédemption. Elle organisa un atelier d'inauguration et invita le grand public, en particulier les personnes portant des cicatrices visibles ou invisibles. Elle se tint devant la foule rassemblée, sans écharpe, sans gants. Liam se tenait à l'arrière souriant. Discours de Chloé, le point culminant pédagogique. Bienvenue dans ce jardin. Ce n'est pas un jardin d'évasion, mais un jardin de confrontation avec la vérité. Mes cicatrices viennent d'un incendie. Celles de M. Dubois viennent d'une perte. Beaucoup d'entre vous portent des blessures invisibles du cœur de l'esprit, causées par des maux, des trahisons ou des maladies. Pendant des années, j'ai essayé de cacher mes cicatrices, pensant qu'elles étaient le signe de ma défaite. La société nous enseigne que nous ne pouvons nous présenter que si nous sommes entiers et impeccables, mais j'ai appris ceci. Les cicatrices ne prouvent pas notre blessure, elles prouvent notre guérison. Elles sont la signature de la vie qui dit « j'ai traversé quelque chose de terrible et j'ai survécu ». Ce jardin, avec ses chemins sinueux et ses plantes résilientes, nous enseigne la chose la plus importante. La véritable beauté ne réside pas dans l'absence de défauts, mais dans la force de transformer les défauts en puissance. Si vous voyez ici une plante tordue ou une pierre fissurée, elle vous rappelle que la perfection est une illusion. La vérité est la forme la plus élevée de perfection. Cessez de vous cacher. Montrez au monde qui vous êtes, car vos cicatrices ne rendent pas votre histoire moins belle, elles la rendent inoubliable. Apprenons ensemble que les parties de nous que nous voulons le plus cacher sont souvent celles dont le monde a le plus besoin de voir. Les mots de Chloé résonnèrent profondément. Les gens pleuraient, hochaient la tête et commencèrent à parler ouvertement de leurs propres cicatrices. Ce soir-là, alors que le jardin fermait, Chloé et Liam marchèrent main dans la main le long des chemins sinueux. Le soleil se couchait sur le lac Union, et ses couleurs chaudes teintaient les cicatrices du cou de Chloé d'un orange doux. « Pensez-vous toujours que je suis parfaite ?» taquina Chloé en serrant la main de Liam. Liam la regarda avec la même admiration qu'il avait eue cette première nuit, mais avec un amour bien plus profond forgé par les peurs surmontées ensemble. « Parfaite est un mot ennuyeux, Chloé, dit-il. Vous êtes vraie. Et la vérité vaut infiniment plus que la perfection. » Ils s'arrêtèrent un moment, entourés du parfum des herbes curatives. « J'ai réécrit mon histoire avec les algorithmes, » Liam murmura Chloé. « Et j'ai laissé mon écharpe dans le jardin. »« Et j'ai brûlé ma peur du feu, » répondit Liam, la serrant dans une étreinte étroite. « Notre amour ne nous a pas guéris, Chloé.
Il nous a simplement rappelé que nous n'étions jamais vraiment brisés. Nous n'avions pas fini de construire nos propres jardins.